Le royaume des Asturies, renforcé par les victoires d'Alphonse II, est désormais un État stable, prêt à regarder au-delà de ses montagnes. Au sud, à Cordoue, la mort de l'émir Abd-al-Rahman II en 852 plonge Al-Andalus dans un chaos de luttes intestines pour la succession. Son fils, Muhammad Ier, hérite d'une guerre civile rampante. C'est dans cette brèche que s'engouffre le nouveau roi chrétien Ordonio Ier. Visionnaire et audacieux, il comprend que le salut du royaume passe par l'expansion et la colonisation. Il initie une politique massive de repeuplement, installant les colons chrétiens au-delà de la cordillère cantabrique, dans les régions stratégiques de Léon et Astorga. Cette avancée est intolérable pour le puissant clan musulman des Banu Qassi qui contrôle la vallée de l'Èbre et la frontière avec les chrétiens. L'affrontement inévitable se déroule à Albelda. Ce jour-là, Ordonio Ier non seulement sauve ses terres, mais inflige une défaite si cuisante aux Banu Qassi que l'événement deviendra le véritable mythe fondateur de la suprématie chrétienne, jetant les bases des futurs royaumes d'Espagne. La Reconquista entre dans une nouvelle ère, celle de la conquête territoriale. À la conquête de l'histoire. Entre 850 et 852, la péninsule ibérique atteint un tournant décisif. Trois figures majeures montent sur leurs trônes respectifs, redéfinissant l'équilibre des forces. Au nord, Ordonio Ier accède au pouvoir dans les Asturies, et Garcia Inigüez devient de fait le premier roi de Pampelune. Au sud, l'émirat de Cordoue est désormais dirigé par Muhammad Ier. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère dans la Reconquête. Le royaume des Asturies, après avoir résisté aux assauts musulmans répétés, a gagné la capacité de riposter. Sous Ramir Ier, une première tentative d'expansion vers les terres léonaises avait échoué. Mais avec Ordonio Ier, les circonstances deviennent enfin favorables. Le royaume franchit ses limites étroites, faites de montagnes, et pose les bases territoriales du futur royaume de Léon. Pendant ce temps, le territoire de Pampelune forge sa personnalité. Pendant plus d'un demi-siècle, il a navigué entre les Francs, les Asturiens et les musulmans, mais il commence désormais à s'éloigner de l'influence musulmane pour se rapprocher du royaume des Asturies. Face à cette alliance naissante, se dresse l'émir Muhammad Ier, dont le pouvoir reste confronté aux problèmes chroniques d'Al-Andalus. Les troubles religieux des Mozarabes de Cordoue et les insurrections perpétuelles dans les grandes cités comme Tolède, Mérida et Saragosse fragilisent continuellement son autorité. Cette instabilité permet au royaume chrétien de se renforcer malgré la supériorité théorique de Cordoue. Dans ce contexte turbulent, un gouverneur de la Marche supérieure, Moussa ben Moussa, surnommé le troisième roi d'Espagne, émerge. Son ambition le mènera à affronter les deux royaumes chrétiens lors de la bataille d'Albelda, un événement militaire majeur. Ordonio Ier, décrit comme modeste et patient, accède au pouvoir sans difficulté en 850. Il profite immédiatement des difficultés de Cordoue pour franchir la barrière des monts Cantabriques et s'installer définitivement sur leurs versants méridionaux. Son règne commence par un défi double. Les Vascons, jamais totalement soumis, se révoltent. Le roi asturien organise alors une armée pour les combattre, mais une armée musulmane dirigée par Al-Mundir fait simultanément irruption. Ordonio choisit d'abord d'employer ses forces contre la menace islamique, qu'il bat, ce qui entraîne la soumission immédiate des rebelles vascons. Après ce premier succès, l'Espagne musulmane s'enlise dans de graves difficultés internes, laissant les mains libres à Ordonio pour une politique d'expansion territoriale. Les circonstances sont idéales.
l'absence de menaces islamiques graves et un potentiel humain important pour la repopulation grâce aux nombreux chrétiens mozarabes fuyant à l'Andalous pour trouver refuge au nord. Avant 854, une grande partie de la population du Bierzo, sous la direction du comte Gatone, frère d'Ordogno, descend dans la plaine et s'établit à Astorga. Il commence à repeupler le désert du Duero. Cette repopulation est stratégique, car Astorga est un nœud de communication essentiel. En 859, Ordogno dirige personnellement la seconde repopulation de Léon, et ordonne également celle de Tuy, l'ancienne capitale visigothique de la Galice. Ces installations s'accompagnent de renforcements de nombreuses places fortes, complétant ainsi le système défensif du sud de la Cantabrie. Face à Ordogno se trouve Muhammad Ier, le fils d'Abd-al-Rahman II, qui doit désormais gérer l'avancée chrétienne au-delà des montagnes. Mais revenons un petit peu en arrière. En 852, l'émir Muhammad Ier accède au trône de Cordoue dans une atmosphère de crise religieuse et politique. Décrit comme intelligent et bienveillant, l'émir manque cependant de goût pour les tâches gouvernementales. Il délègue rapidement ses responsabilités à un homme capable, mais peu scrupuleux, Hachim ben Abdalaziz, sous la gestion duquel la corruption croît dans l'administration de l'État. Bien qu'ayant participé aux campagnes de son père, Muhammad Ier n'aime ni la guerre, ni ne s'y distingue par sa bravoure personnelle. Le premier problème dont il a hérité est le mouvement martyrial chrétien, initié une vingtaine d'années plus tôt. Ce phénomène a acquis une importance critique. Dans cette atmosphère de profonde exaltation religieuse, les chrétiens mozarabes, loin de reculer devant la mort, se mettent à la rechercher. Plusieurs dizaines sont exécutés. Le 16 septembre 852, de nouvelles exécutions ont lieu. 6 jours plus tard, le 22 du même mois, Abd-al-Rahman II meurt subitement. Les Mozarabes attribuent son décès à un châtiment divin. Mais loin de l'arrêter, la mort de l'ancien émir accélère le phénomène de rébellion religieuse, marquant le début de la décennie des martyrs. Le nouvel émir, pour calmer la situation et affirmer son autorité, prend des mesures drastiques. Il congédie les soldats et fonctionnaires chrétiens et ordonne la démolition des églises construites après la conquête. Le célèbre monastère de Tabanos, près de Cordoue, dernier refuge de la théologie et de l'ascèse visigothique, est lui aussi démantelé. En plus des agitations religieuses, Muhammad Ier doit faire face aux insurrections de plusieurs villes qui refusent son autorité. La plus notable est Tolède, l'ancienne capitale des Visigoths. Ces révoltes sont nourries par une hostilité locale à la centralisation, par le poids écrasant des impôts et par les tensions incessantes entre les différentes communautés. Tolède devient un refuge pour tous les opposants politiques et religieux de l'émirat, renforçant son image de foyer de résistance. Cette situation oblige Muhammad Ier à mener chaque année une campagne contre la ville impériale. Ordogno Ier, le roi asturien, ne manque pas de profiter de cette rébellion tolédane pour intervenir dans les affaires d'Al-Andalus. Le roi chrétien envoie une armée dirigée par son frère, le comte Gatone. La coalition entre les Asturiens et les révoltés tolédans est finalement défaite, mais l'événement démontre une chose capitale. Le royaume chrétien peut désormais projeter sa puissance à l'extérieur de ses frontières montagneuses. Malgré sa victoire, l'émir n'ose pas occuper Tolède, et l'insurrection persiste pendant plusieurs années. En 859, après avoir assiégé la ville sans succès et épuisé ses forces, l'émir doit reconnaître son impuissance à dominer la place et lui accorder l'amnistie. Mais Tolède n'est pas la seule ville à se rebeller. Mérida se soulève à son tour, mené par Abd-al-Rahman ben Marwan. Vaincu, celui-ci est autorisé à s'installer à Badajoz, mais il se soulève à nouveau quelques mois plus tard, et il finit par compter sur le soutien du monarque asturien, dans le royaume duquel il se réfugiera même quelques années plus tard. L'instabilité interne de Cordoue est désormais la meilleure alliée de la reconquête. On le voit donc. Après 140 années passées à se défendre dans ces montagnes, le petit royaume chrétien se trouve enfin assez fort pour descendre dans la plaine du Duero et s'y maintenir. Plus remarquable encore, les Asturies passent désormais à l'offensive contre l'occupant musulman.
Leurs incursions sèment la terreur, rapportant butin et prisonniers, et défient ouvertement Al-Andalus en pénétrant profondément dans son territoire. Cette évolution démontre que le royaume chrétien peut désormais rendre les coups à travers ses expéditions dévastatrices. Nous sommes désormais en 859, et cette année va être cruciale pour le destin d'Al-Andalus et le déroulement de la Reconquista. Elle met en scène un affrontement entre le roi Ordonio Ier et Moussa ben Moussa, gouverneur de la frontière supérieure. Surnommé le troisième roi d'Espagne, Moussa ben Moussa est une de ces personnalités d'exception, auréolées d'exploits légendaires qui émergent dans l'histoire de la péninsule. La généalogie de ce troisième roi d'Espagne remonte au comte Cassius, un noble wisigoth converti à l'islam après la bataille de Guadalete en 711. L'ascension de sa famille, les Banu Qasi, est marquée par des alliances complexes. Moussa ben Moussa est né de la même mère, Onyeka, que le chrétien et roi de Pamploune, Eneko Arista. Ces liens de parenté donnent lieu à de multiples alliances matrimoniales et politiques entre les deux familles, qui gouvernent des territoires limitrophes, créant un équilibre de pouvoir précaire. Né probablement dans les années 780, Moussa est un acteur majeur de son temps. Il intervient dans la seconde bataille de Roncevaux en 824 et commande l'avant-garde dans l'expédition contre l'Alava et Pamploune en 842. Malgré ses capitulations répétées face à Abd al-Rahman II, il se rébelle continuellement contre l'autorité de l'émir, tout en participant activement à la défense d'Al-Andalus, notamment lors de l'invasion normande de 844. En 852, alors que Muhammad Ier monte sur le trône, Moussa remporte une victoire éclatante près d'Al-Belda contre une armée de Vascons, renforçant considérablement son prestige. N'aimant pas la guerre, l'émir Muhammad Ier décide de s'entendre avec Moussa et de l'attirer à son service. Il satisfait ses ambitions, lui confiant d'abord le gouvernement de Tudela et de Tarazona, puis ensuite celui de Saragosse et de toute la frontière supérieure. Moussa s'aventure à occuper Huesca et voit même les Tolédans venir solliciter l'envoi de son fils, Lopé, pour les gouverner. Son autorité s'étend alors de Huesca au Tage et de Saragosse aux frontières d'Alava et de Castille. À ce moment, lorsqu'il se fait appeler le troisième roi d'Espagne, il n'est pas loin de l'être. Jusqu'alors, Moussa a évité l'affrontement direct avec Ordonio. Mais voyant en lui un futur dangereux ennemi pour son propre domaine, il édifie une ville face à la frontière castillane, qu'il nomme Albelda. Cette place forte se situe à une douzaine de kilomètres de Logroño et à quelques kilomètres de la mythique Clavijo, marquant son désir de défier la progression chrétienne. L'alliance traditionnelle que Moussa entretient avec le seigneur de Pamploune, Garcia Inigüez, se brise en 858. Moussa refuse d'aider son neveu lorsque celui-ci est surpris et capturé par les Normands, et contraint de se racheter par une rançon colossale de 90 000 sous d'or. À partir de cet épisode humiliant, le Pamplonnais rompt avec lui et s'allie au roi Ordonio. Moussa, désormais un ennemi déclaré des chrétiens et des Cordouans, se trouve à son moment de plus grande faiblesse. L'année 859 voit une incursion de Moussa contre Pamploune le 7 avril, durant laquelle il conquiert un château et capture ses habitants. Ces différends poussent Garcia Inigüez à adopter une posture d'affrontement claire. Il participera vraisemblablement aux côtés d'Ordonio Ier à la bataille d'Albelda. Au printemps 859, le monarque asturien et ses alliés navarrais se présentent devant les murs d'Albelda. Face à eux, Moussa ben Moussa, le troisième roi d'Espagne. Malgré ses plus de 70 ans, il accourt avec une armée nombreuse. Il cherche à intimider les chrétiens, à les obliger à lever le siège, et établit son campement à environ 5 km au nord-est de la forteresse. Ordonio, loin d'être intimidé, refuse de se retirer. Il décide au contraire de lui présenter bataille. Le roi asturien divise alors son armée en deux noyaux stratégiques. Le premier maintient la pression et poursuit le siège d'Albelda, tandis que le second affronte directement l'armée de Moussa. Le choc se produit dans les environs du campement sarrasin,
et la victoire chrétienne est totale. Les Sarrasins sont écrasés et vaincus, leur prestige balayé par la domination d'Ordogno. Selon les sources chrétiennes, les Sarrasins comptent la perte effroyable de 12 000 hommes, parmi lesquels figure Garcia, le gendre de Moussa. Moussa lui-même, gravement blessé, échappe de justesse à la capture. Après le pillage systématique du campement ennemi, le roi asturien se tourne avec une fureur renouvelée contre la forteresse d'Albelda qui tombe finalement en son pouvoir après 7 jours d'assaut furieux. Tous ses défenseurs sont massacrés. Le grand vainqueur de cette bataille est ironiquement l'émir de Cordoue, Muhammad Ier. Si l'honneur des armes musulmanes est humilié, l'émirat voit 2 sources graves de problèmes internes s'affaiblir considérablement. Les sempiternelles rébellions de Moussa ben Moussa et celle de Tolède qui perd son principal protecteur. Moussa se voit immédiatement retirer le gouvernorat de la marche supérieure. Il est contraint d'accepter l'humiliation suprême. Le passage de l'émir Muhammad Ier dans ses domaines pour une campagne victorieuse contre ses anciens alliés. L'expédition dévaste les villages et les récoltes, s'empare de plusieurs châteaux et capture même Fortune, le fils de Garcia Inigüez, qui restera prisonnier à Cordoue pendant 20 ans. Moussa, le 3e roi d'Espagne, déchu, meurt 3 ans plus tard dans des circonstances rocambolesques, lors d'un affrontement avec son propre gendre près de Guadalajara. La mort d'Inigo Arista, suivie de celle de Moussa, met fin à cette étrange alliance qui unissait pendant près d'un siècle chrétiens et musulmans dans la vallée de l'Èbre. Garcia Inigüez, le seigneur de Pamploune, s'associe désormais définitivement à la trajectoire des royaumes chrétiens de la Reconquête. Pour Ordogno, le prestige s'accroît considérablement après sa victoire à Albelda, et fort de ce succès retentissant, Ordogno poursuit ses offensives avec des incursions sur Coria et Talamanca. Plus important encore, il fait repeupler Burgos et Mirangos, atteignant ainsi l'expansion territoriale asturienne maximale jusqu'alors. En réaction, Muhammad Ier riposte avec force. Dès 860, il envoie une armée qui pénètre dans la vallée de l'Èbre, s'aventure sur les terres des Vascons, dévaste la Navarre et parvient à capturer le seigneur de Pamploune, Garcia Inigüez. Les audacieuses incursions d'Ordogno, culminant avec son expédition contre la ville musulmane de Torroja, provoquent l'escalade et la colère de l'émir, qui lance plusieurs expéditions punitives, dont la plus importante aura lieu en 865. Cette année-là, Muhammad Ier prépare une grande armée, avoisinant les 20 000 cavaliers, constituant ainsi l'une des forces les plus nombreuses jamais vues franchissant les frontières chrétiennes. L'objectif est la forteresse récemment repeuplée d'Amaya. Devant les murailles infranchissables de la forteresse, les musulmans décident de l'éviter. Ils ravagent les terres sur leur passage jusqu'à la forteresse de Salinas de Añana. Lors du repli, ils doivent traverser la Hoz de Morcuera, où Rodrigue, gouverneur d'Amaya, tente désespérément de couper leur retraite. Le mercredi 8 août commence la bataille. Les Sarrasins attaquent de front les chrétiens qui résistent pendant des heures avant de céder au nombre et se replier sur une seconde ligne de défense. Le combat reprend le lendemain matin, mais les forces chrétiennes cèdent rapidement, s'engageant dans une fuite qui leur coûte de nombreuses pertes. Cette défaite est terrible pour Ordogno. Elle fait reculer la frontière chrétienne, ouvre la zone à de nouvelles attaques et annule l'effet des efforts de repeuplement dans ces régions vitales. Pendant ce temps, dans les autres régions d'Espagne, les choses bougent également. Le comté d'Aragon, gouverné par Galindo Ier, oscille entre influence navarraise et politique autonome. Des mariages stratégiques lient sa famille à Pamploune, Huesca et la Gascogne. Une manœuvre habile pour conserver son indépendance. En Catalogne, après des décennies de raids musulmans, Guifred le Velu prend les choses en main. Il reconquiert des territoires clés comme Osona, Vic et Bergueda, reliant les comtés pyrénéens à Barcelone. Sa dynastie, consolidée par l'affaiblissement du pouvoir carolingien après 877, inaugure un pouvoir héréditaire qui fait de Barcelone le noyau de la future Catalogne indépendante. Le 26 mai 866, Ordogno Ier meurt,
après 16 années de batailles incessantes. Ce roi a accompli un travail essentiel. Il a stabilisé la succession héréditaire dans la monarchie asturienne et mené la grande œuvre de repopulation au sud des montagnes. S'il a connu de grands succès, les revers cuisants des dernières années de son règne ternissent son bilan. C'est son fils qui lui succède, Alfonso III, qui deviendra le plus grand monarque du royaume des Asturies, prêt à reprendre le flambeau de la lutte et à inaugurer une nouvelle phase de l'expansion chrétienne.